Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, peur sur Ouagadougou ce vendredi. La capitale burkinabé a été la cible de 2 attaques terroristes simultanées. L'état-major des forces armées et l'ambassade de France visées. Le bilan est lourd. Une quinzaine de personnes ont été tuées. Nous ferons le point dès le début de cette édition. Une mer agitée continue de dicter sa loi aux populations vivant dans la grande côte sénégalaise. Après Guet-Ndar, c'est au tour de Kayar de subir la colère des vagues. Plusieurs dégâts enregistrés, les populations pleurent sur leur sort. À Saint-Louis, 80 familles sont sans abri. Le maire était à leur chevet. Plus d'1 millier d'agents contractuels de la santé menacent de paralyser le système. Ils sont restés 5 mois sans salaire et travaillent dans des conditions difficiles à leurs yeux. Ils donnent un ultimatum 2 mois aux autorités, faute de quoi ils promettent de passer à l'acte. Lutte avec frappe, TFM va diffuser en exclusivité le combat Siteu Gouye Gui. Le promoteur de ce choc tant attendu par les amateurs vient de signer le contrat avec le groupe Futur Média. Les réactions de Pape Abdou Fall et de Mamoudou Ibra Kane à suivre dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la TFM. 15 personnes ont trouvé la mort dans 2 attaques terroristes contre d'abord l'état-major général des forces armées burkinabé, mais aussi l'ambassade de France à Ouagadougou, la capitale burkinabé qui vient encore une fois d'être frappée par les terroristes. Récit Daniel Diouf. Le centre de Ouagadougou, théâtre de violentes attaques ce vendredi dans la matinée. Des détonations suivies de tirs nourris visant l'ambassade de France et l'état-major des armées burkinabé. Des témoins cités par l'agence France-Presse disent avoir vu 5 hommes armés sortis d'une voiture pour ouvrir le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France. C'est le dispositif de sécurité au niveau de l'ambassade qui aurait empêché les assaillants de pénétrer dans l'enceinte de l'institution. Le gouvernement burkinabé parle de 6 assaillants neutralisés. Ce soir, sur Radio France Internationale, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, confirme que les attaques ont été menées par des terroristes sans pouvoir préciser à quel groupe ils appartiennent. Le dernier bilan est de 15 morts, dont 7 au sein des forces de l'ordre burkinabé et plus de 80 blessés. Le chef de la diplomatie burkinabé dément le chiffre de 28 morts annoncé plus tôt. Dès la confirmation de l'information, une cellule interministérielle de crise a été immédiatement mise en place au Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. Puis, dans un communiqué de l'Élysée, Emmanuel Macron réaffirme sa détermination et le plein engagement de la France aux côtés de ses partenaires du G5 Sahel dans la lutte contre les mouvements terroristes. Côté judiciaire, une enquête a été ouverte. L'enquête appelée enquête de flagrance. Elle qualifie les faits de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Elle a été ouverte par le parquet de Paris, compétent en la matière, puisque l'attaque a visé des ressortissants et des intérêts français. Les investigations ont été confiées à la Direction générale des services intérieurs, la DGSI, et aux policiers de la sous-direction antiterroriste. Jusqu'ici, aucune revendication, encore moins un quelconque mobile soupçonné pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé ce vendredi à Ouagadougou. Aux dernières nouvelles, on apprend qu'une conférence de presse a été convoquée ce soir par l'état-major des armées burkinabé. La mer est agitée, très agitée même en ces temps qui courent. Conséquence, là où a causé d'énormes dégâts matériels à Kayar, dans la zone des Niayes. Les pirogues ont été endommagées. Le centre de transformation des produits halieutiques également, vous allez le voir, les populations sont dans le désarroi et le maire appelle au secours. Reportage Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Est agité, des vents d'une rare violence et des vagues ont tout ravagé, privant les pêcheurs et les femmes transformatrices de produits halieutiques de faire le travail. Ici, la situation est alarmante. Il y a beaucoup de dégâts parce que les pirogues sont cassées et il y a d'autres qui sont dans l'eau et les bacs de salage aussi sont cassés. Donc, et les clés de séchage même
Vraiment, on ne peut pas estimer vraiment ce qui est gâté ici, mais c'est beaucoup vraiment. Aucune perte en vie humaine n'a été notée, mais les dégâts causés par cette houle sont inestimables. Des pirogues, des cessoirs, tout a été emporté sous le regard impuissant des habitants de ce village de pêcheurs. Le maire de Kayar lance un appel aux autorités pour qu'elles viennent en aide aux sinistrés. On interpelle les autorités, surtout le président de la République et le ministre chargé de la pêche. Donc on les interpelle pour venir au secours des sinistrés. Nous, en tant que maire de la commune, on a fait le tour ce matin et aussi on est prêt à leur soutenir de ce qui s'est passé. Donc nous interpellons tout le monde de toute bonne volonté qui peut venir aider les sinistrés. Les populations aussi ont répondu à temps. Les sinistrés de Kayar dans le désarroi ne savent plus où donner de la tête. Ils demandent au ministre de la Pêche, Oumar Gueye, de venir à Kayar pour assister ces sinistrés. Nous vous montrions hier ces images spectaculaires des vagues en furie à Guet Ndar. Au total, 80 familles vivant à Saint-Louis et à Gagnol sont sans abri. Ils ont reçu la visite du ministre de l'Hydraulique, par ailleurs maire de Saint-Louis. Mansour Faye annonce la distribution de 200 tentes pour soulager les populations. Ousseynou Diop, Habib Seck. Des habitants des quartiers de... Nous reviendrons sur cet élément avant la fin de cette édition. Nous restons toujours dans ce secteur. Le ministre Oumar Gueye invite les pêcheurs à rester sur le territoire sénégalais s'ils n'ont pas de permis de pêche. Le ministre de l'économie maritime a déclaré que les présidents sénégalais et mauritaniens ont donné des instructions aux deux ministres en charge de ce secteur pour l'exécution de ce protocole. Avant le 31 mars, il était hier au marché central aux poissons de Pikine en visite de chantier. Nous l'écoutons au micro de nos correspondants à banlieue, Salif Sow et Asmalik Diop. L'instruction nous a été donnée, mon homologue et moi, de tout mettre en œuvre pour que d'ici le 31 mars, nous puissions avoir un nouveau protocole d'accord. Nous sommes en train de travailler et nous serons prêts pour cette date-là. Avec la Guinée-Bissau, nous avons des accords, vous le savez. Nous avons 300 licences pour la Guinée-Bissau. Nous avons aussi des accords avec la Gambie pour 250 licences. Donc le problème avec la Guinée-Bissau n'est pas le même qu'avec la Mauritanie. Avec la Mauritanie, nous n'avons pas de protocole d'accord au moment où nous parlons. Donc, ce qu'il faut simplement dire pour ceux qui veulent opérer en Guinée-Bissau, c'est de pouvoir donc disposer de licences. C'est tout. Il faut qu'ils disposent de licences pour pouvoir pêcher dans les eaux bissau-guinéennes. Mais quelqu'un qui n'a pas de licence, qui rentre dans les eaux territoriales, même au Sénégal, pour pêcher, les pêcheurs doivent avoir le permis de pêche. Les pêcheurs doivent avoir une immatriculation de leur pirogue. Donc il y a des normes. Avec la Guinée-Bissau, nous n'avons aucun problème. Nous avons un accord qui fonctionne à merveille, mais que nos pêcheurs s'abstiennent de rentrer dans les eaux territoriales bissau-guinéennes ou ailleurs sans disposer de licence pour pêcher. Retour à Guet Ndar où on a assisté à des images spectaculaires causées par la furie des vagues. Au total, 80 familles vivant à Saint-Louis et à Gagnol sont sans abri après le passage de cette houle. Ils ont reçu la visite du ministre de l'Hydraulique, par ailleurs maire de Saint-Louis, Mansour Faye, qui annonce la distribution de 200 tentes au Ousseynou Diop, Habib Seck. Le ministre Mansour Faye, au nom du chef de l'État Macky Sall, s'est rendu d'abord à Guet Ndar, Goxumbath, puis Gagnol pour constater les dégâts de la furie des vagues ces dernières 72 heures. Sur place, le constat est alarmant. Des maisons détruites, des familles entières ont quitté leurs habitations. Au total, 50 familles sont touchées dans la langue de Barbarie et 30 dans le Gagnolais. C'est les mêmes dégâts observés à Saint-Louis qui sont notés au niveau donc de Gagnol. Et là, ce que nous pouvons faire dans l'urgence, c'est voir dans quelle mesure on peut apporter en tout cas un appui aux populations victimes de ces furies de vagues. Dans l'urgence, le ministre de l'Intérieur a pris la décision de reloger les sinistrés dans les tentes. 200 seront répartis entre les deux communes de Saint-Louis et de Gagnol. Le ministre de l'Intérieur est en train de convoyer effectivement en tout cas la direction de la protection civile avec des moyens de couchage pour que ces populations-là puissent effectivement dormir sous des tentes provisoirement.
Le phénomène de l'avancée de la mer est accentué par l'ouverture de la brèche depuis 2003. Elle passe de 4 mètres à plus de 4 km en 2018. Pour éviter que le Gandiol disparaisse, il faut forcément envisager des solutions rapides, comme c'est le cas à Gokhoumbach. La Banque mondiale, à travers le programme WACA, c'est vrai, va démarrer ses activités au niveau de la commune de Saint-Louis, mais on ne va pas exclure en fait la possibilité de proroger en tout cas ce que sera fait à Saint-Louis au niveau de Gandiol. Nous allons discuter avec les acteurs pour voir des solutions appropriées qui vont préserver les populations en tout cas de la furie des vagues. Mais l'inquiétude, c'est aussi l'école Cheikhou Touré qui risque de s'effondrer à tout moment. Le bâtiment qui a subi les rafales des vagues fait couler beaucoup de salive. La fin de l'année 2018 risque d'être perturbée pour les milliers d'élèves de l'établissement. Étant donné que l'école risque de tomber d'un moment à l'autre, effectivement. Alkali Cissé est condamné à 6 ans de prison ferme et une amende d'1,5 milliard de francs CFA. Ainsi en a décidé la justice saoudienne. Ses avocats comptent interjeter appel. Pour eux, l'ancien député libéral pourrait recouvrer la liberté en septembre. S'il paye cette amende, ils interpellent du coup le chef de l'État. Nous écoutons Maître Abdoulaye Tine, un des avocats d'Alkali Cissé, au micro d'Alassane Ba. Monsieur Alkali Cissé a été jugé récemment, 25 octobre 2017, par les juridictions saoudiennes. Au terme de ce jugement, monsieur Alkali Cissé a été condamné à 6 ans ferme de prison avec une amende qui s'élève à 3 millions de dollars américains, soit l'équivalent de plus de 1,5 milliard CFA. Monsieur Alkali Cissé, aujourd'hui, il a fait plus de 5 mois et 5 ans de détention. D'ici quelques mois, c'est-à-dire précisément le 25 septembre prochain, monsieur Alkali Cissé sera en situation d'être libéré. Sauf qu'en vertu du droit saoudien, il ne pourra pas être libéré, c'est une sorte de contrainte, il ne pourra pas être libéré tant qu'il n'a pas payé cette amende. Aujourd'hui, ce que l'on attend de l'État du Sénégal, c'est que les autorités sénégalaises s'impliquent de manière diligente pour le règlement définitif de cette question. Au-delà de l'affaire Alkali Cissé, comme je vous ai dit, le problème dépasse aujourd'hui un différend entre des particuliers. Ce n'est plus Alkali Cissé et M. Azouz. C'est devenu une affaire entre l'État saoudien et l'État sénégalais. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, c'est les juridictions de l'État du Sénégal qui ont estimé que M. Alkali Cissé devait être relaxé. Il est de l'obligation de l'État du Sénégal, comme de rappeler mon confrère Hassan Diombo Ndiaye, d'apporter son assistance consulaire et diplomatique à tous les Sénégalais, partout où ils sont dans le monde. À Tambacounda, les populations des 15 villages de Neteboulou sont dans tous leurs états après la libération par la gendarmerie du présumé meurtrier de Mamadou Ba. Ils ont décidé d'interjeter appel et exigent la lumière. Pour rappel, Mamadou Ba a été retrouvé égorgé ces temps derniers. Voici le compte-rendu de Moussa Oumar Gueye et de Amadou Diédhiou. Dar Salam, 8 km de Tambacounda, le collectif regroupant 15 villages de la commune de Neteboulou a tenu un grand rassemblement pour exiger l'arrestation du criminel qui a égorgé Mamadou Ba dans la nuit du 20 au 21 août 2017. Un suspect a été arrêté publiquement sur ce même lieu parce que la gendarmerie a trouvé le suspect dans l'hôpital ici et il a pris la fuite. On l'a poursuivi pendant 2 km et il a été arrêté, remis à la justice. 4 mois après, il y a eu jugement, le verdict est tombé, le monsieur est déclaré non coupable. Alors la population n'a pas apprécié le jugement. On s'est réunis 1 fois, 2 fois, 3 fois pour voir tout ce que la loi nous donne comme opportunité de l'utiliser. On a écrit aux autorités administratives, politiques de la zone, pour leur dire que nous constatons l'insécurité grandissante dans la zone de Neteboulou, zone Dar Salam. Alors on a fait appel à la cour d'appel de Kaolack.
Ni la violence, encore moins la vengeance, les habitants de Dar Salam et environ sollicitent le renforcement de la sécurité et l'identification de celui qui a mis un terme à la vie de Mamadou Ba. Mamadou Ba est parti, laissant derrière lui 2 veuves et 13 enfants. Le ministre de la Justice promet d'améliorer les conditions carcérales pour le bien-être des détenus. Ismaël Madior Fall, qui présidait cet après-midi la remise de diplôme à 38 nouveaux greffiers de la promotion 2015-2017, s'est aussi prononcé sur différents sujets concernant son département Habib Faye. Conscients des défis qui les attendent, les 38 greffiers sortant de la promotion 2015-2017 du centre de formation judiciaire comptent s'acquitter de leur mission régalienne avec rigueur. Nous sommes affectés pour redorer ou bien pour apporter notre pierre à l'édifice, à la construction d'une justice émergente, d'une justice qui est moderne. Le greffier, en tant qu'auxiliaire de justice, a un rôle important à jouer dans la marche de la justice. Il y a le fait d'assister les justiciables qu'on rencontre chaque jour, mais aussi de tenir la plume et bien d'autres choses encore que d'habitude les gens ne connaissent pas du greffe, et nous espérons de tout cœur que nous serons à la hauteur. Venu présider la cérémonie, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, motive les récipiendaires et parle de la construction de nouvelles prisons au Sénégal, une des priorités du gouvernement. Il y a des initiatives qui sont prises, 2 au moins, que je vais citer parmi d'autres. La première initiative, c'est la construction, cette année 2018, d'une nouvelle prison à Sébikotane, une prison au moins de 1500 places. Ensuite, la réhabilitation d'une dizaine d'établissements pénitentiaires par la construction de nouvelles chambres qui sont plus modernes et qui sont conformes aux standards pénitentiaires internationaux. L'État a consenti un effort financier de 4,5 milliards pour l'alimentation et la santé des prisonniers. Un plan d'action, toute une feuille de route pour changer le visage des prisons au Sénégal. Le comité de concertation s'engage à apporter des corrections sur les insuffisances du statut des magistrats, dit-il. Les membres du comité vont dans un premier temps réfléchir essentiellement sur 3 points. Le premier point consiste sur le statut des magistrats. Qu'est-ce qu'il y a dans le statut des magistrats qui peut être discuté et qui peut faire l'objet d'amélioration. Le deuxième point porte sur le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'il est opportun d'élargir aujourd'hui la composition du Conseil supérieur de la magistrature? Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de revoir le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature? Dans quelle mesure on peut revoir les attributions du Conseil supérieur de la magistrature? Et enfin, le comité aura aussi à réfléchir et à formuler des recommandations sur la carte judiciaire. Est-ce que l'organisation judiciaire que nous avons, avec des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'appel, suprême, est encore rationnelle et encore... Ils sont maintenant affectés dans les différentes juridictions du pays. Les greffiers sortants de la promotion 2015-2017 promettent d'apporter leur pierre à l'édifice pour une justice moderne. Je vous le disais en titre, ils sont au total 1162 agents contractuels de la santé et des travailleurs qui disent rester 5 mois sans salaire. Ils ont également décrié leurs difficiles conditions de travail. Du coup, ils donnent aux autorités un ultimatum 2 mois pour régler leurs problèmes, faute de quoi ils menacent de perturber le système de la santé. Nous suivons le compte-rendu de Fatima Taba et Younous Diatta. Leur marche n'étant pas autorisée, ces contractuels du ministère de la Santé se sont contentés d'un point de presse. 5 mois sans salaire, des conditions de travail difficiles. Ils n'en peuvent plus. Depuis la signature de notre contrat, on éprouve pas mal de problèmes, d'où des cumuls d'arriérés de salaire. Ensuite aussi, avec des conditions vraiment très difficiles que nous vivons au niveau de nos zones de responsabilité. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour dénoncer vraiment la situation dont nous vivons, pour
trouver des solutions par rapport à cela. Oui, pour l'année 2017, déjà, on est à 3 mois, voire 4 mois pour certains d'arrière de salaire. Pour l'année 2018, jusque-là, on ne nous a pas encore renouvelé nos contrats. Donc, ça veut dire qu'aussi, on n'a pas encore perçu de salaire. Ces 1162 professionnels de la santé affectés dans les localités les plus reculées du pays exigent plus de considération. Ce que nous attendons de leur part, c'est simple. C'est juste qu'ils respectent leur engagement vis-à-vis des coûts du contrat, à savoir de nous donner nos salaires à temps, ensuite de nous délivrer des bulletins de salaire, de nous prendre en charge pour la couverture médicale, aussi de nous donner nos copies de contrat. Les autorités sont interpellées. On leur donne un délai d'ici au plus tard, le 31 mars de ce mois-ci. S'ils ne respectent pas leur engagement, bon, on risque de paralyser le système. Par le Diatiam de Ondegesem est venu leur prêter main forte, un geste apprécié par ces contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les étudiants de l'ENDSS, l'École nationale de développement sanitaire, étaient également dans la rue. Ils demandent à leur tutelle l'application de leur plateforme revendicative. Les pensionnaires de l'ENDSS demandent également la prise en charge médicale de leurs camarades blessés à la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre. Cheikh Tidiane Dione, Pape Sangoné Mbaye. C'est sous escorte policière que les étudiants de l'École nationale de développement sanitaire ont battu le pavé de leur école jusqu'au ministère de la Santé. Ces mêmes étudiants continuent toujours de s'indigner des mauvaises conditions d'études. L'application du système LMD au niveau de l'ENDSS, mais également aussi le recrutement des produits de l'ENDSS à la fin de leur formation, mais la séparation stricte des examens de certification de l'ENDSS avec les écoles privées. Mais également aussi la régularisation des techniciens supérieurs issus du concours spécial. Ce sont ces 4 points revendicatifs qui nous permettent aujourd'hui de descendre sur le terrain et de faire une marche de l'ENDSS jusqu'au ministère de la Santé. La semaine dernière, ces mêmes étudiants étaient dans la rue sans autorisation. Ils se sont frottés aux forces de l'ordre. Conséquence, un des leurs était gravement touché. Il y a notre camarade Ibrahim Diagne qui était blessé lors des affrontements avec les forces de l'ordre. Et au moment où nous parlons, il n'y a aucune délégation provenant du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui est venue le soutenir par rapport à ces blessures. Parce qu'il a reçu une fracture de la mandibule avec 7 dents perdues. Aujourd'hui, la chose la plus cruciale pour ces étudiants n'est rien d'autre que de demander aux autorités de cesser de jouer la carte de l'indifférence face à leur situation. Le cadre régional des syndicats d'enseignants de Kaolack déplore l'attitude de leurs camarades qui, selon eux, sont les principaux responsables de cette perturbation dans le secteur de l'éducation. Ils dénoncent leur méthode de lutte, c'est-à-dire les marches nationales dans les régions. Nous écoutons les explications de Sega Diouf, porte-parole de ce syndicat, au micro de notre correspondant à Kaolack, Ibrahim Diamé. Nous, enseignants du département de Kaolack, nous, enseignants du département de Nioro, nous, enseignants du département de Guinguinéo, nous fustigeons avec la dernière énergie les manipulations et les autres instrumentalisations émanant de forces politiques qui veulent déstabiliser l'école publique sénégalaise à travers des marches import et export où, à coups de millions, des enseignants sont transportés de région en région. Ce qui n'a rien à voir avec les vraies revendications donc, des enseignants. Nous dénonçons le sabotage de l'école publique et exigeons l'arrêt des perturbations tout azimut pour permettre aux enfants d'étudier. Nous lançons un appel à l'ensemble des forces vives de la nation pour une synergie des actions pour défendre l'école publique. Bon, le cadre des enseignants de la région de Kaolack donc n'est pas en déphasage en quelque sorte de ces revendications-là. Nous soutenons que ces revendications-là sont des revendications légitimes. Mais ce que nous dénonçons, c'est la manière de faire de certains syndicats. C'est-à-dire, certains syndicats, nous, on s'est rendu compte que certains syndicats sont en train de transporter. Il y a quelque chose, une main qui est derrière ces enseignants-là, ces syndicats-là. Ils sont en train d'être transportés donc, de région en région en disant qu'alors ils organisent des marches nationales alors qu'ils n'engagent pas tous les enseignants. C'est ça que nous fustigeons.
Le comité des ONG et syndicats pour la défense de l'éducation tient le gouvernement du Sénégal pour responsable des difficultés notées dans le système éducatif. En conférence publique hier à Diourbel, l'organisation de la société civile a dit toute son indignation face à ce qu'elle appelle la non-application des conclusions des assises sur l'éducation et la formation. Tamba Ngom est le coordinateur du COSIDEP Diourbel au micro de Babacar Diouf. Oui, en fait, les assises nationales ont englouti un peu plus de 500 millions de francs, donc un demi-milliard. C'est pourquoi nous avons dit que c'était sérieux. Et pourquoi l'État du Sénégal, la communauté, la population sénégalaise a donné mandat au président de la République, à l'État du Sénégal, à puiser à partir du trésor public sénégalais, qui est l'argent du contribuable, n'est-ce pas, un demi-milliard. Ça veut dire que la population sénégalaise avait du crédit pour les assises nationales. Nous avons dit, si les conclusions des assises nationales de l'éducation et de la formation étaient appliquées aujourd'hui, on n'en serait pas à ce mouvement, ça je vous le dis. Certains, donc nous sommes convaincus que les accords qui ont été signés, tout le monde le sait, il y en a qui sont en cours d'exécution, mais il y en a qui ne sont toujours pas respectés. Et comme c'était des accords réalistes et réalisables, moi au niveau de la COSIDEP, nous pensons que chacun qui avait pris un engagement n'a qu'à respecter cet engagement et la pacification de l'environnement sera là. Merci. Si vous ne le savez pas encore, sachez que la révision exceptionnelle des listes électorales a démarré depuis hier 1er mars et ce jusqu'au 30 avril. Mais le constat est là, ce n'est pas encore l'affluence dans les commissions administratives, d'où cet appel du sous-préfet de Dakar Plateau aux citoyens ne s'étant pas encore inscrits sur les listes de venir le faire avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne veulent pas qu'ils attendent la dernière minute pour le faire. Nous suivons le reportage de Pape Faragning et Pape Sangone Mbaye. Sur place, pas l'ombre d'un seul Sénégalais venu s'inscrire. La révision exceptionnelle sur la liste électorale a démarré. Ces commissions, aujourd'hui, nous en avons une par commune. En plus de cette commission, on a une commission spéciale qui est aujourd'hui logée ici au niveau de la sous-préfecture de Dakar Plateau. À 8h hier, n'est-ce pas, toutes les commissions ont démarré des inscriptions. Toutes les personnes impliquées dans le processus électoral font partie de cette commission. Les Sénégalais, adeptes de la dernière minute, interpellés. Vous avez fait le tour des commissions, il n'y a pas encore la bousculade. Il faut dire aussi beaucoup de gens s'étaient inscrits. Et il faut dire aujourd'hui que ces commissions travaillent dans plusieurs domaines. Ceux qui n'ont jamais été inscrits, qui veulent s'inscrire, peuvent aller effectivement s'inscrire. Ceux-là qui avaient perdu leurs pièces, qui veulent des duplicata, peuvent se rapprocher aussi des commissions spéciales mises ici à cet effet. Ceux-là qui étaient des civils, qui sont devenus militaires, qui veulent changer de statut, ou qui étaient des militaires qui sont devenus civils, qui veulent changer de statut, peuvent aussi se rapprocher de ces commissions-là. Ceux qui étaient inscrits dans les commissariats de police, ceux-là aussi doivent se rapprocher des commissions pour s'inscrire, pour figurer effectivement dans le fichier électoral. Une communication plus large s'impose. Objectif permettre aux Sénégalais d'effectuer le déplacement. Aujourd'hui, la communication n'incombe pas seulement l'État. Il y a les partis politiques qui sont partie prenante effectivement de ces opérations, ont un rôle à jouer. Vous, la presse, vous avez un rôle à jouer. Comme nous aussi, nous avons un rôle à jouer. Il faut qu'ensemble, dans une dynamique consensuelle, qu'on puisse effectivement communiquer, en tout cas que les gens puissent savoir exactement que les opérations ont démarré et ne dureront que 2 mois. Plusieurs cartes biométriques en souffrance ici dans cette commission spéciale installée à la sous-préfecture de Dakar Plateau. À noter, le démarrage de ces inscriptions n'entrave en rien la distribution des cartes biométriques. De la musique avec ce prochain album du duo Abdoulaye Sissoko et Habib Faye. Le titre Men Men, il a la particularité de mettre en valeur les instruments traditionnels. Les deux artistes ont organisé une séance d'écoute hier après-midi à l'Institut français de Dakar. Reportage d'Issa Pereira, Younous Diatta. Quand deux virtuoses de l'instrument se rencontrent, la musique est forcément éclectique, les sonorités étincelantes. C'est une musique avec vraiment très peu d'instruments, justement avec une basse, une batterie, une kora et un balafon et des voix.
pas plus. Donc on essaie de revenir un peu à la musique pure, à la musique qui va essayer peut-être de par là, essayer de donner un nouveau souffle à la musique sénégalaise peut-être. Du classique qui se mélange au moderne, des sonorités sorties tout droit des instruments africains, des rythmes qui font voyager à travers le temps et l'espace ouest-africain. J'ai l'habitude de dire, on ne fait pas ce qui marche justement. On n'a pas choisi de faire la facilité. On a juste choisi de faire ce qu'on aime d'abord, mais surtout aussi de faire marcher ce qu'on aime. Donc on croit que peut-être il y a un public qui est là, qui est attentif, qui s'attend à quelque chose. Et ce public-là, c'est à nous musiciens de les amener là où on veut. Donc on n'attend pas que le public dicte sa loi. Et bon, voilà, nous sommes les musiciens, donc c'est au public de nous suivre. Donc c'est à nous de proposer les nouvelles idées, les choses qu'on va faire. Mana Mana, le titre du prochain album de ces deux prodiges de la musique africaine, a pour objectif de revenir aux sources de la musique africaine, mais aussi valoriser nos instruments traditionnels. Donc Man, c'est Habib qui a pensé ça. Donc ils disent, Man, c'est notre patrimoine. Donc si on doit montrer quelque chose, c'est ce qu'on a, l'humain. C'est-à-dire, on ne peut pas présenter quelque chose qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Voilà. Et donc là, c'est pas, comment dire, prétentieux. Mais voilà. En fait, c'est une manière de dire, voilà, non seulement il y a l'anecdote man ak yow, quoi. Voilà. Pour ne pas dire man ak yow, on dit man parce que déjà, essayer d'avoir, en fait, de mettre notre expérience déjà au service de la musique. Donc c'est ça qui a amené le terme man. Et puis en d'autres parties, voilà, man ak yow, man ak man. Voilà, donc c'est ça. L'album va sortir au courant 2018 avec 12 titres à l'affiche. En attendant, les mélomanes de jazz peuvent se délecter de ces quelques notes. Lutte avec frappe, l'idylle est scellée entre Pape Abdou Fall Production et le groupe Futur Média pour la diffusion du combat de lutte site Guigui le 29 avril prochain. Le contrat a été paraphé ce vendredi dans les locaux de la TFM. Les deux parties se sont réjouis du partenariat qu'ils veulent fécond et pérenne. Vous avez suivi dans l'édition à Wolof les réactions de Pape Abdou Fall, président de PAF Production, et de Mamoudou Ibrakan, directeur général du groupe Futur Média. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. En plus bref, l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Youssou Ndour déclare avoir bénéficié de ces fonds en 2011 uniquement dans le cadre d'un soutien de la mairie de Dakar aux acteurs culturels pour l'organisation des festivités du 31 décembre 2011. Déclaration faite dans l'émission Face to Face que vous pouvez suivre ce dimanche. Youssou Ndour s'est également prononcé sur son compagnonnage avec la coalition Benno Bokk Yakaar. D'autres révélations donc à suivre dans l'émission Face to Face dimanche à 12h, 13h avec Aïssatou Diop Fall. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous promettons également de revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions. Bonsoir et bonne suite de programmes sur la TFM.